Ici. Maintenant ou tout de suite, vous n'avez pas le choix, téléspectateurs, là, aujourd'hui, plein feu sur l'invité du jour chez Artop TV, la chaîne événementielle exponentielle. Et là, aujourd'hui, j'ai du lourd, du très très lourd, quelqu'un du vrai musical, parce que on ne dit plus maintenant le musical comme avant, un véritable poids lourd. Il est tromboniste, humoriste, comédien, chansonnier, j'en passe et des meilleurs. Et j'ai ici mon ami Frank Dana, qui est le grand crooner italien, qui ne le connaît pas. Et je vais laisser tout simplement mon ami Khadija Senmani présenter notre invité du jour. Waouh, Yannick. Eh oui. Ce soir, c'est la flèche. Yannick la flèche, nous l'appellerons. Il a bien résumé la situation. On est face à des talents incroyables et moi, je suis là face à 3 talents incroyables, même si aujourd'hui, nous allons parler du grand crooner, de quelqu'un qui a une voix incroyable, quelqu'un qui nous fait voyager avec son timbre, qui manie les mots de manière remarquable, un peu comme un chirurgien dans son bloc opératoire. Et pour ça, nous avons le ténor, le maître, Jean-Jacques Delaunay. Bonjour. Bonjour mes chers amis, je suis ravi, je suis enchanté d'être ici et puis d'être avec tous ces gens-là qui sont derrière leur écran et puis qui sont gourmands de jolies choses. Et ben, on va en donner des jolies choses. Oh oui, je pense, entouré en plus, Yannick, de Monsieur Frank Dana, qui est. Bonjour. On a quand même, on a du lourd aujourd'hui. Que pourrais-tu brièvement nous chanter pour la venue du grand Jean-Jacques Delaunay? Allez, ce qui te vient à l'idée tout de suite par rapport à notre invité. Eh bien, on va pas se dégonfler, hein. T'es pas le genre. Allez, avec moi. Allez. Come fly with me, let's fly Oh away. là là. If you can use some exotic booze, there's a bottle from Bombay. Come fly with me, let's fly away. Stop. Yeah! Oh! Imaginez-vous le reste, Ça démarre pas. On n'a pas répété, hein. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que, Yannick, ça se fait comme ça, quand même. Après, il y a pas de professionnels comme eux, quand même, il manquerait plus que ça, c'est pas mais bon, il y en a, tu leur demandes de pousser la chansonnette, ils vont te dire, je suis pas échauffé. C'est pas mon métier, à la limite, dirions-nous. Ah oui, je suis magique. Yannick magique. Mais en l'occurrence, c'est pas moi l'invité, hein, c'est le grand Jean-Jacques Delaunay. Commençons par le commencement, Jean-Jacques. Où as-tu passé ta petite enfance? En Normandie. Moi qui suis breton depuis 12 générations, on va peut-être pas s'entendre. Ah, c'est vrai, les Bretons et les Normands sont frères ennemis. Ah bon? Il fut un temps. Oui. Moins maintenant, quoi. Depuis moins. Mais c'est à cause du Mont Saint-Michel, ça. Oui, la 8e merveille du monde. Oui, le Mont Saint-Michel, le Quénon, dans sa folie, a mis le Mont Saint-Michel en Normandie. Ouais. Ben, c'est vaste, le Normandie. C'est grand, oui, il y a 4 ou 5 départements. Où t'as vécu ta petite enfance en Normandie? Haute-Normandie, monsieur. La haute, attention, monsieur, de la haute. C'est la haute. Ça ne dit pas, c'est-à-dire, ça ne dit pas le bled, ça ne dit pas la vie. J'adore la Basse-Normandie, mais je trouve que c'est très joli, la Basse-Normandie, j'adore. Moi, je suis né à Rouen. Rouen, c'est Rouennais. Je suis Rouennais, donc. Ok, ouais. Du Pays de Caux. 76, Pays de Caux, enfin, la limite du Pays de Caux. C'est une région formidable quand même aussi, faut le dire. La France elle est belle. La France est belle. C'est pas très bien géré en ce moment, mais ne faisons pas de politique, mais il en reste que la beauté de la France et puis sa variété, partout où l'on va, quoi que l'on goûte, quoi que l'on voit, c'est fabuleux la France. Nous sommes bien servis, mal gérés, mais bien servis effectivement. Voilà. Mais ça reviendra quand il y a des hauts et des bas. Oui, moi je préfère les bas entre nous. Ça dépend de quelle taille. Donc il n'y a pas de coup. Ça va? Bon, on va pas dériver sur le sujet. Pas tout de suite. Les collants aussi. C'est plus la mode. C'est horrible, les collants. Arrête tes conneries. C'est pas sexy pour dessous. Nous le savons tous. Enfin, les vrais hommes qui aiment les femmes. J'ai mon premier fils qui s'appelle Pierre-Jacques, donc PJ, et quand il était enfant, on l'appelait Porte-Jartel. C'est vrai? Tout un programme. Pas moi. PJ, ça fait, à l'école, monsieur PJ, ça fait pas les judiciaires, effectivement. Aussi. Non, parlions-nous de l'époque de la mondaine. Oui. C'est une autre histoire. Oui. Bon, on va pas parler de la rue de Saint-Denis, tout ce que tu veux, tout ce qui n'a rien à voir. Ta carrière. Y avait-il
Dans ta famille, y avait-il des artistes Oui, certainement, je pense, parce qu'on ton papa, ta maman, on je ne n'est sais pas pas. comme ça, on n'est pas une génération spontanée. Par hasard. On arrive de quelque part. Ouais. On a tous on est héritier de quelque chose. Certainement. Et de quelqu'un, forcément. Mais pas forcément de ses parents ou de ses grands-parents. On peut être héritier, dans les gènes de ses oncles, de ses tantes, de ses arrière-grand-père, de ses aïeux. Moi, je pense que les qualités que j'ai, les défauts aussi, Comme tout le monde. comme tout le monde, je les tiens j'ai un patrimoine génétique comme tout le monde, mais ce n'est ni par mon père, ni par ma mère, ni par mes grands-parents que j'ai connus. Hein. Quoique maman chantait, mais elle avait certainement une âme artistique, mais qui ne s'est pas développée. Et quant au fait de faire ce métier, j'ai retrouvé, j'ai dans mes archives une photo d'un frère, d'un oncle de maman, qui a vécu dans les années 1920, 1930, je sais pas exactement, enfin, il est net dans les années 1900, et qui était en habit, je sais plus qui c'est, ce comique chanteur, il y avait au début du siècle, du XXe siècle. Américain ou non, français? Au début du siècle. Dranem, il y avait Dranem, il y avait, c'est pas un crooner, un artiste. Non, c'était un chanteur, c'est un humoriste. Et il était en costume avec un pantalon à carreaux et avec un chapeau comme ça, avec une tenue un peu particulière. Je pense que lui avait des velléités. Il y avait des velléités artistiques, mais que j'ai pas connu ce monsieur. Mais je sais que je viens de quelque part, mais je ne sais pas exactement d'où. La mémoire transgénérationnelle est importante. Hein. On dit souvent, même si on le sait pas, mais on le sait pas. C'est souvent dans le cas des enfants adoptés, où parfois ils ont des facultés et puis quand on cherche un peu, on se rend compte que finalement, ça vient bien. Exactement, ça vient de beaucoup plus loin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, vous dites que votre maman chantait un tout petit peu pour bercer, généralement, ça marque aussi un enfant dans son cerveau et ça, on a cette façon de pouvoir. Là, quand tu parles, j'ai les frissons qui montent, qui dans les jambes et dans le corps. Ça veut dire que tu entends de parler d'une vérité qui me concerne. Qui m'interpelle. Ça m'interpelle. Et j'ai reçu cet héritage de maman, j'ai reçu. Donc elle l'adorait. Elle adorait les chanteurs, elle adorait les comédiens. Et j'ai été bercé dans cet amour. Alors des crooners et puis aussi des comédiens américains dans le genre Clark Gable, Errol Flynn, Gary Cooper, ces acteurs-là mythiques. Et j'ai été amené à aimer ces gens-là. Et puis comme tous les petits garçons font pour faire plaisir à leur maman. Mais oui. Bien sûr, évidemment. Donc je me suis tourné aussi vers. Je me suis pas tourné, j'y suis allé spontanément. Oui, c'est naturel, je dirais. Hein. Voilà, c'est comme quand on nous donne un laissez-passer en disant voilà, va falloir perdurer la mémoire. Je donne les bases, en fait, je familiarise l'ouïe avec tout ça, les yeux également. Et donc, quand on a quelque part ces instruments-là, on peut y aller beaucoup plus sereinement. Et c'est la mémoire, en fait. N'est-ce pas, Franck? N'est-ce pas? Oui. Tout ce qu'il vient de dire Khadija, et puis bien sûr, il a confirmé Jean-Jacques. Bien sûr. T'es un grand connaisseur, toi. T'es un grand crooner italien depuis que 7 ans, là. Hein? Mais comme disait Jean-Jacques, au niveau des gènes, bon moi par exemple, mais ça veut rien dire, hein, comme dit. J'avais, un père musicien, pianiste, et un grand-père musicien, il jouait à la Scala de Milano, par exemple. Donc, et moi, quand j'étais petit, j'étais avec mon grand-père à la Scala. J'étais dans la fosse, il y a 150 musiciens. Et donc, j'ai écouté, j'ai baigné un peu dans la lyrique. Voilà. Absolument. Donc, j'ai écouté plein de chanteurs, Di Stefano, Belmonaco, Tebaldi, par exemple. Donc, je ne sais pas si c'est dans les gènes comme ça, mais en tout cas, ça m'a donné quand même, moi aussi, une envie. L'envie d'avoir envie. Sans le vouloir. Ça apprivoise, hein. Ça apprivoise, c'est clair. C'est ce qu'on dit. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais Jean-Jacques, finalement, ce déclic, tu l'as eu vraiment vers quel âge et par quoi tu as commencé? En fait, la chanson, je sais pas. C'est un peu complexe tout ça parce que on ne sait pas quand ça commence. On ne sait pas quand ça s'arrête. Ah oui, ça capte bien dans un sens. Le plus loin possible, le plus longtemps, parce que la passion, je vis dans ce métier et cette vie avec tellement de passion que je ne considère pas, j'imagine pas que ça puisse s'arrêter. J'ai toujours envie, je brûle d'envie.
Et donc, quand ça a commencé, bah, je pense que ça a commencé avec les chansons que chantait maman. Que sera, sera, demandez jamais bien loin, laissons l'avenir venir, que sera, sera, que sera, sera. Alors ces chansons-là, j'étais bercé avec ces chansons-là. Et puis, mais je pensais pas du tout, je savais même pas que c'était un métier, quoi. D'accord. Et j'ai commencé à faire de musique sur l'instigation de maman d'ailleurs, parce que un jour on est arrivé, on a déménagé et puis on est arrivé dans une petite ville à côté de Rouen et il y avait là des enfants qui faisaient de la musique, des enfants des écoles et qui faisaient de la musique, qui défilaient dans les rues, enfin qui défilaient dans les rues, c'était un groupe, hein, c'était une espèce de musique militaire pour les enfants. Alors ils faisaient pam 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 pam. Et c'était, alors ils avaient, les garçons avaient des chemises blanches, des chemisettes blanches, des pantalons en flanelle, des culottes courtes en flanelle bleu marine, un béret rouge, ils s'appelaient les bérets rouges d'ailleurs. Et maman a dit à mon frère et à moi, ça vous dirait pas, les garçons, de faire ça? Et nous, pour faire plaisir à maman, parce qu'on n'avait pas d'envie particulière par rapport à ça. Pour faire plaisir à maman, on a dit oui, pourquoi pas. Et l'année d'après, elle nous a inscrits, et l'année d'après, on a commencé à faire de la musique. D'accord. Alors j'ai commencé à jouer du clairon la première année, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Surtout à l'armée à 5 heures du matin, ça, pour réveiller les soldats. C'est reparti. 14. Non, là, c'est après. Et donc du clairon, mais comme je rêve, j'ai toujours un rêve d'avance ou deux rêves d'avance. Le clairon, ça me convenait comme un premier instrument pour mettre les lèvres déjà dans un instrument. Je joue pas sur scène ni quoi que ce soit. Bah non, mais quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des clairons avec des pistons, ça s'appelait une trompette. Je me suis dit, mais pourquoi pas ça? Alors, oui. L'année suivante, j'ai demandé donc à jouer, à prendre de la trompette. Alors, j'avais pas d'instrument à la maison, mais il y avait un bugle de disponible dans cette harmonie-là. Un bugle, c'est une trompette un peu plus avec un son un peu plus grave, un peu plus suave, un peu plus. Donc j'ai commencé avec, mais c'est le même principe que la trompette, c'est le même doigté, c'est les mêmes 3 pistons là. Il y a 3 pistons. Voilà. C'est ça. Et puis j'ai joué du bugle comme ça pendant 2 ans. Et puis comme j'étais déjà un garçon costaud, enfin je mesurais à peu près ce que je mesure aujourd'hui, j'avais 14 ans. Ah ouais. Le petit était déjà grand. Ah oui, ce que j'allais dire, j'imagine. Et il y avait un trombone de disponible aussi, et il y avait pas de tromboniste. Et le chef de la musique m'a dit, toi, tu as la taille, tu as les lèvres pour ça, si t'as du souffle, c'est encore mieux. Du souffle, voilà, hein. Et il m'a mis le trombone dans les mains, et j'ai commencé à jouer du trombone. Waouh! Ah, c'est pas une belle histoire qui commence, musicale. C'est pas celui-là, hein, je vous rassure. Un peu plus gros. C'est pas que Franck qui manipule depuis 7 ans. Mais, et puis ce trombone, donc, dans cette formation musicale, là, un jour, un trompettiste vient pour un concert qu'on donnait, on a point pour enrichir un petit peu la formation, et il était à côté de moi, et puis il faisait partie d'un orchestre de bal, et puis là j'avais déjà 16 ans, et il me dit on cherche un tromboniste dans notre formation, et il faisait des bals, il faisait du New Orleans, et puis aussi du jazz, hein, et puis aussi du rhythm and blues. D'accord. Et donc je suis allé dans cet orchestre-là, et j'ai commencé à jouer du trombone, à faire des balles, à faire des concerts là. Et puis après j'ai c'est fou découvert ça, la magie à opérer. Tu joues toujours au trombone? Il est à la maison, j'en joue plus parce que j'ai plus l'occasion, mais quand je le prends, j'ai encore des aptitudes à ça. Oui, on appelle ça la mémoire procédurale. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ça, c'est le côté musical. Dans l'occasion, là, justement, mon grand-père, lui, jouait la tuba. Ah, oui. Jouait la tuba à la Scala. Pas le tuba pour les plongeurs. Ah oui. Il y a 3 pistons aussi, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Mais lui, c'était un phénomène, mon grand-père, parce que les chefs d'orchestre, là-bas, il était très demandé. Donc, il a joué avec Toscanini, on peut dire. Donc, et il jouait la tuba, que tu connais. Le. Donc, et des fois, il arrivait à trouver le son du trombone. Tellement, c'est incroyable. Il arrivait à jouer la tuba, et c'était tellement bien joué qu'il faisait jusqu'au trombone.
c'est rien, ça. C'est Ouais, mais comme c'est instrument, fou, hein, je c'est, trouve. Oui. Tu connais les instruments à souffle, toi, c'est ça. Oui. Ah ouais. Alors, Voilà. véritablement, la première fois vraiment où tu as attiré du public, enfin, il y a eu des affichettes, des trucs comme ça. On a parlé de toi, comme disait le coureur. Toujours est-il, vers quel âge vraiment t'es monté sur les planches, comme dirait l'autre, et là, vraiment, t'as poussé la chansonnette, comme dirait l'autre. Alors, sur les planches, ça a été c'est toute une aventure, ma vie, en fait. Ce sont des rencontres, des opportunités. Oh, La vie, c'est des rencontres. Voilà. J'ose même pas oser te demander ta bio. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Yannick, il faudrait un livre. Ah oui, Ah ouais, Voilà, tu m'étonnes. Il Ouais. faudrait. Alors, il y a des portes aussi qui s'ouvrent devant Et soi qui se referme. et qui se referment. Et si tu ne rentres pas au moment où la porte s'ouvre, et ben la porte est. Ah oui. Et il faut trouver une autre porte à Ouais, côté c'est ça, ouais. qui soit ouverte. Mm. Et moi, j'entre. Quand on m'invite à entrer quelque part, j'entre parce que je suis Oui. gourmand. C'est Et Jean-Jacques, beau, les- l'audace les- aussi. hein. Les portes s'ouvrent à ceux qui Oui. savent les pousser. C'est ça. Voilà. Je sais Ouais. pas si je suis audacieux. Mm. Je suis gourmand Opportuniste. et j'ai envie de pas opportuniste dans le sens de Pas dans le mauvais péjoratif. sens, Oui, pas pas péjoratif dans ce péjorativement, sens-là, mais ouais. dans, ouais. dans le sens noble de c'est-à-dire Oui. je saisis les opportunités. opportunités Oui, c'est ça. ouais, qui ouais. vont pouvoir M'apporter quelque me chose. faire goûter quelque chose Voilà. que je ne connais pas encore. Bien sûr. Si je goûte, c'est parce que je connais pas. Et qui vont me faire avancer et me faire découvrir des choses. Absolument, ouais. La vie, il y a tellement de choses à Ouais, c'est- découvrir et à faire dans la vie Il y a tellement de- qu'on n'a pas assez d'une vie d'ailleurs Non. pour le faire. Non. Oh, il y a plusieurs vies dans une vie déjà. J'ai plusieurs vies. Moi, j'ai plusieurs vies dans Pour ma ma vie. part, oui. Je pense, ouais. Moi aussi. Je pense qu'on Lui a aussi, tous oui, à plusieurs mon vies, avis. Ouais. évidemment. Et donc la première fois, alors l'aventure a commencé comme ça. Cette musique dont je parlais tout à l'heure, cette formation musicale des enfants. Un jour, il y a une dame qui arrive. Il y avait une réunion de bureau, la réunion annuelle, c'est une amicale, et une dame arrive de Paris et qui dit je voudrais monter une troupe de théâtre amateur. Est-ce qu'il y a des volontaires? Alors là, moi, j'avais un copain une copine flûtiste, un copain qui était saxophoniste, un copain, voilà, et qui disent ah oui, moi, un théâtre, ah oui, ça nous intéresse, bien un théâtre. Oui. Bravo. Moi, les copains font. Je dis bon bah les copains lèvent la main. Je dis bah oui, moi aussi, Ouais, mais Ouais, pourquoi pas essayer? sans vraiment d'envie ou de. Mais non, c'était comme parce que les copains le faisaient. Ouais, ça se fait naturellement. Ça quoi. s'est fait naturellement. Et puis j'ai commencé à faire du théâtre. Mmh. Et puis là, Vers quel âge t'avais? Et là, j'avais 17 ans. Ouais, 17 ans. déjà on sait à 17 ans à peu près ouais, ce ouais. qu'on a envie, tout ça. Et puis j'ai joué, on a joué plusieurs pièces. Donc j'étais en scène, hein, bien sûr, et on a monté un moment Andromaque, donc de Racine, Ah, hein, Racine, oui. Tragédie. La Racine de la Bruyère, Tragédie. Boileau, de la Fontaine Molière, mais Voilà. ça. Mmh. et je joue au reste dans Andromaque, et puis à la fin de la pièce, la dernière scène, il y a Oreste qui est dans un état second et qui est un peu voilà, c'est à moitié fou, à moitié voilà, et qui fait et qui fait il a des illusions, il n'y a pas pas des illusions mais des images Ouais, qui n'existent pas, Ok. des hallucinations. Des Voilà. Hallucination, c'est Et qui ça. fait pour qui sont ces serpents qui sifflent Siffle sur votre tête. Oh là là. Et j'ai donné là ce que je n'avais jamais donné de ma vie. J'ai sorti quelque chose que je ne connaissais pas de moi. Waouh. C'était une découverte. C'était l'instant magique de ma vie. J'ai plusieurs instants de magique dans ma vie, J'en doute pas, mais, c'est le second. mais celui-là, alors il y a évidemment l'amour naissant, la rencontre avec ma femme, mes femmes, j'ai été veuf assez tôt, j'ai une seconde femme, et la naissance de mes enfants sont les moments top de ma vie. Principaux, C'est, absolument, voilà. top, ouais. Et puis il y a ce moment Andromaque. tellement intense Mmh. où j'ai eu la révélation. Mais quand je dis révélation, c'est pas un mot, c'est un mot choisi. Je fais pour ça, quoi. Exactement. Quand on est touché par quelque Je chose qui suis nous dépasse. touché par la grâce. Ouais, Ah ouais, j'osais pas le dire, mais Oui, c'est exactement mais ça. c'est vrai. Si on Touché veut, par la grâce. pourquoi pas. Comme si Dieu, ou ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on... Oui, ce qu'on veut, mais il y a Le quelque doigt chose du de destin t'a Voilà. désigné, quoi. Et j'ai reçu, voilà, on m'a dit, c'est ça, et j'ai ressenti, j'ai Une dit, espèce de commandement. c'est quoi. ça. J'ai trouvé, parce que je cherchais depuis longtemps. C'est ça que je veux faire. Parce que je suis un peu travailler de la concoyote, un peu. Bah, toujours, comme hein. disait Einstein, la plupart des génies s'en foutent, autrement ce ne seraient pas des génies. Je sais pas si j'ai un génie, mais alors Ah bah j'ai si, un peu à ta travaillé manière, là. tu l'es, je te rassure. Et donc, je cherchais depuis peut-être ma naissance, hein, enfin, ou depuis l'âge où j'ai eu conscience, c'est-à-dire
3, 4, 5 ans, je me posais des questions sur le fait d'exister et de pourquoi j'existais. Est-ce que j'avais des raisons d'exister? Est-ce que j'avais quelque chose à faire dans la vie voilà. Ces questions-là, je les ai eues très très tôt. Il y a 3, 4, 5 ans. Je ne pourrais pas dire exactement quand ça a commencé. Et donc, durant, alors, de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, et je voyais tous mes copains qui prenaient des directions professionnelles. Et puis moi, j'étais là, les bras croisés, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça, je veux pas faire ça. Ça, je veux pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. J'étais inquiet, mais une grande inquiétude. Ouais. Et puis, cette pièce dans laquelle j'ai joué, Andromaque, cette révélation, oui, c'est le mot. Ça a été, j'ai su. C'est le mot spécifique. Ouais. J'ai su. Elle est magnifique, la pièce. Hein. C'est ça que je veux la jouer. Hein. Déjà, faut jouer Andromaque dans la pièce. Et le classique, ça reste. Et je me suis donc inscrit au conservatoire. Et j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Et j'en suis sorti avec un premier prix de comédie classique, comédie moderne. Voilà, j'ai joué Molière après en troupe et voilà. Jean-Baptiste Poquelin, pour ceux qui savent pas. Et puis après, bah, on va continuer après, mais. Bah, on y va, hein, de toute façon, non, mais là. Alors donc, finalement, l'emprise du théâtre, l'a été sur la musique. Ou alors tu complétais. Je faisais les deux. Ouais, voilà. C'est pas incompatible du tout. Entre 17, 18 ans et 23 ans, je faisais tout. Je faisais de la musique, je faisais du théâtre, j'ai fait les beaux-arts aussi, je l'ai pas dit, j'ai fait les beaux-arts un peu. J'ai fait les beaux-arts, que j'avais 18 ans, j'ai fait les beaux-arts, pendant 2 ans. Très jeune déjà, quand même, honnêtement, tout ça. Hein. Oui, tout s'est passé là. C'est un artiste, en fait, l'artiste aux multiples casquettes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je le savais pas. Parce que le mot artiste ne me venait pas dans la tête. À l'esprit, effectivement. L'artiste reste un artisan. Le mot artiste, artisan. Je suis artisan, c'est ce que je dis aujourd'hui. Mais je ne me prétendais pas artiste. Non, à l'époque, je savais que pour sauver mon existence, je devais par là. Je devais passer soit par le sport, soit par les arts. Ouais. Le sport, c'est pas motivé pour ça. C'est fatigant. J'avais le physique, bon, peut-être, oui, fatigant, peut-être. Non, je n'étais pas motivé. Churchill, il n'était pas sportif. Il disait nos sports, regardez le sport à la télé. J'allais dire, le chant, c'est pas mal aussi, hein, le chant, c'est pour la musculature, là, pour le ventre, la compression. Et je savais que j'étais doué pour les arts, en général. Je dessinais depuis toujours, hein. Je savais, parce qu'on avait identifié ça chez moi. Bon. Et puis, alors, la musique, et puis après le théâtre, et puis bon. Mais je savais pas exactement. Donc je m'étais identifié. Tu te testais sur différents arts, quoi. Voilà, mais pas forcément pour en faire un métier. Oui. C'était par passion. Par curiosité un peu. Par curiosité, par amour pour ce que parce que ça me plaisait. Ma vie me dirigeait vers le dessin, vers la peinture, vers la chanson, vers le théâtre, vers tout ça. Spontanément, j'y allais, mais sans avoir d'objectif. Et puis quand j'ai eu cette révélation avec le reste d'Andromaque, là j'ai dit c'est ça. Ouais, c'est ça que je veux faire. Rigolo, hein. C'est ça que je vais faire. Après, ma vie a bifurqué. Je suis allé autre part. J'ai commencé, puis je suis parti autre part. Mais tu sais, vous savez, ça me rappelle aussi quand on se forme. On se forme à faire plein de choses. On est dans une école, alors on apprend ça. C'est finalement un peu ce que vous avez fait. Oui. Parce que vous êtes enrichi sans le savoir si. Vous le savez, mais involontairement, vous avez fait votre formation comme ça artistique en étant en soif à chaque fois d'apprendre, et c'est ce qui fait finalement l'artiste complet que vous êtes aujourd'hui, pluridisciplinaire. C'est une sorte de boulimie. Et c'est drôle parce que c'est comme un autodidacte qui fonctionne. C'est une boulimie de savoir sur de multiples arts, quoi, qu'il a testé avant vraiment. Mais avec un lien à chaque fois quand même. Certainement. Tout est lié, c'est pas incohérent en fait. C'est clair. Oui. Mais c'est une soif naturelle que j'ai. C'est pas une ambition. De savoir et de faire. On l'entend. Je suis pas quelqu'un d'ambitieux. C'était de l'inconscience, à mon avis. Parce que bon, ce qui dit, Jacques, c'est exactement un peu ce que j'ai vu moi. À la même époque, quand tu as 17 ans, 18 ans, et encore, moi, pour être mon grand-père, sur mon grand-père, ma mère aussi, et comme j'étais à Milan, pour il se souciait de moi, pour dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec les études, bon,
Bon, ils m'ont mis directement à la banque. Oui, c'est ce qu'il disait. Voilà. Et moi, j'ai passé 6 ans là-dedans et je me demandais qu'est-ce que je fais ici. Pas pour le Je dire. comprends. Je sais pas, C'est si horrible j'ai passé d'être ma allé, vie. C'est un peu ouais, la c'est un même peu- histoire. Bah Je oui. comprends, parce que moi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'étais pas professionnel quand j'avais 17, 18, 20 ans, j'étais pas professionnel. Et donc, juste avant l'armée, juste avant, j'ai fait mon service militaire à 20 ans, parce qu'il fallait travailler, il fallait gagner sa vie, je suis rentré à la poste. Ah bah voilà, Voilà, donc, bon, des voilà. parcours qui se ressemblent quand même. Hein. Donc, voilà. J'ai fait la Non, poste non. et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Ah oui, Autour exactement. des Ah oui. gens, avec des gens autour de moi, C'est pas des mon gens monde. que je ne Non, mais- comprenais pas. Ouais, Et c'est ouais. pour ça Qui ne que me comprenaient pas. Bah oui, mais ces c'est pour ça artistes qu'on sont... C'était dit- entre guillemets on un dit- étranger, justement, Mais- dans Bah un oui. c'est pour ça certain qu'on niveau dit social. l'inconscience, parce que à cet âge-là, quand on a 19 ans, 20 ans, on est inconscient parce que Oui. à nous-mêmes, lui était intéressé par On la découvre musique, la par vie, on la musique, mange. le théâtre. Donc moi, c'était la chanson, j'étais en extasie, tu vois. Pour moi, c'était le travail. Dans ma tête, c'était plus l'artistique, chanter, que de rester à la banque. D'ailleurs, un jour, j'ai pris ma décision. Du que, allez, T'as braqué la banque, quoi. eh, T'es parti. Je suis parti. J'ai vu le soleil. C'était un mois de juin. Et voilà. Tout beau. Je vais à la banque et j'ai dit au directeur, voilà, j'arrête, je donne mes démissions. Donnez-moi mon J'arrête. solde de tout compte. Voilà, exactement. C'est ce que je pensais, mais sans rien dire à personne. Ma mère, elle savait pas, la famille, ils savaient pas. Et voilà. Et là, on dit l'inconscience, parce que nos parents, ah, mais c'est un métier sûr, tu vois, Ouais, il a besoin de ça, tu vois, ma mère, quand elle a su que j'étais parti de la banque, elle m'a dit, non, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Mais maintenant, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Et Téti, elle dit, mais on est tellement pris dans l'intérieur. Ah oui. Dans l'intérieur, C'est on les peut tripes, rien faire. oui, ça se commande pas. Ouais. Jean-Jacques, Là, Bah oui, il y a- c'est clair. c'est clair. ça. Oui, Et oui. voilà, on a démarré comme ça, à Milan. C'est-à-dire que moi, personnellement, tous les soirs, après le bureau, manger, et puis après, vers 21h, j'étais au centre de Milan, où il y avait les boîtes, patati, les orchestres, Ouais, bah la oui. musique. C'est la Ah oui. sensibilité artistique Et hein, et qu'elle a. je me hein. faisais une place comme ça. Bien sûr, évidemment. Jusqu'au moment que des patrons de boîtes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de DJ, c'était les orchestres, Ah ouais. ils étaient costauds. Et donc, elle disait, mais Franck, mais qu'est-ce que tu fais faites-moi un orchestre, nous on t'engage, parce que là, on t'engage pas par un jour, là, on engage carrément pour un mois. Une saison, hein. Et donc c'était le travail assuré. Bah oui. Alors c'est comme ça c'est démarré pour moi. D'accord. Bon, alors toi, Jean-Jacques, vraiment, la première fois vraiment avec des affiches et tout ça, avec ton nom et tout ça écrit dessus, la première fois vraiment sur les planches, ou alors sur scène, bah, c'est la même chose. La première fois vraiment où tu as eu de cette grande émotion, où tu as pris conscience que vraiment tu existais au vu d'un Grand certain public. C'est venu, même cette émotion de reste et d'Andromaque était tellement forte que tout après A découlé. était moins Moins fort, bien. moins Ouais. fort. Moins non. Bien que c'est très intense, tout ce que je vis c'est intense. Peut-être c'est la première, la première. Oui, non, c'est vrai. Il y a un moment. Il y a tellement de choses qu'il faut que je fouille. Ah bah, faut Sans doute, travailler t'as sa fait mémoire, tellement de là. choses dans ta vie, Voilà. c'est impossible de te retrouver. C'est la première fois au Caveau de la République, Ah. dans le théâtre de Chansonnier, Bah oui. et j'avais monté un duo avec un camarade de conservatoire qui s'appelle Alain Cocagne. On a monté un duo qui s'est appelé Cocagne et Delaunay, qui est un duo qui est un duo mythique dans les cabarets parisiens, Ouais. pour les gens qui connaissent, qui est considéré comme un des meilleurs duos qui existaient sur Paris, du Ah. cabaret et du Oui, il y a eu music hall. Poiret, Serrault et Il y a tout eu- ce que voilà, tu on veux était, dire. on était comparés Ouais. sur le plan de la qualité. Qualité, C'était, ouais. Poiret Serrault, Roger Pierre et Jean-Marc Et Jean-Marc Thibault, voilà, effectivement. tous ces grands-là, on était de cette Trempe-là. de cette Ce trempe-là, niveau-là. Wow. de ces niveaux-là. Ils n'ont pas peur des mots. Ah oui, non, c'est vrai, c'est une réalité. Et alors, si on reprend le truc au départ aussi, je jouais Molière au théâtre, et puis certains soirs, il y avait relâche, et j'ai commencé à écrire des chansons avec un de mes potes de conservatoire, donc qui s'appelle Alain Cocagne, parce que j'avais acheté une guitare
Manitas de Plata, que j'avais rencontré. Ça aussi, c'est une opportunité, une chance. Je suis au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils furent très connus aussi. Ouais. Oui, je suis au Sainte-Marie-de-la-Mer et j'avais une guitare. Moi, j'avais une petite guitare, pas de grande qualité. En tout cas, sèche, quoi. Une petite guitare. Voilà. Et puis, je me trouve au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis je faisais du camping. Et puis à côté de ma tante, il y avait le frère de José Reyes, qui est le père des Gypsy Kings. Voilà. Et son frère était là, faisait du camping. Et José Reyes donc vient, le pape des chanteurs flamenco. Ouais. Et Manitas de Plata, qui sont très connus aussi. Ils sont cousins. Et ils viennent et ils font le bœuf, ils font le voilà, dans le camping, sur les chaises de camping, là, je suis là, bon. Et on était 6-8 personnes. Non, intime, mais suffisamment pour faire un bon son, là. Voilà. Et puis, Mathias joue, José Reyes chante, il y avait d'autres qui ont fait partie des Gypsy Kings après, d'ailleurs. Les Gypsy Kings n'existaient pas encore. Et puis en fin d'après-midi, on passe l'après-midi ensemble, on les suit ailleurs aussi. Et puis et je lui dis la guitare, j'aimerais, elle est pas à vendre la guitare. Il m'a vendu la guitare. Mentas m'a vendu ses guitares. Et tu l'as toujours? La guitare, je l'ai toujours. Waouh. Tu m'étonnes. Mais il l'a pas dédicacé. Si. Excellent. Si, elle est gravée. Là, le jour même? Le jour même. Si bien que quand j'ai voulu la faire expertiser chez le luthier qui était à Rouen, il m'a dit, bah non, elles vaut rien, les guitares. J'ai dit, pourquoi elles vont? Il m'a dit, parce qu'il y a la signature dessus. La signature, elle est gravée. Ça gratte, la tablette est abîmée, il y a une gravure. C'était Manitas de Plata. Enfin, bon, c'est autre chose. C'est waouh, ça se garde, ça. Ça n'a pas beaucoup plus de valeur que ça. Eh oui. Mais bon, je l'avais écouté à l'Olympia. La première fois quand je suis venu à Paris, là, c'était une grosse vedette. Tu m'étonnes. Ah bah oui. Les parents me faisaient écouter ça quand j'étais gosse, moi aussi. Il y a du respect, hein. Tu rigoles. Et donc, Manitas me vend sa guitare. José Reyes, donc le papa des Gypsy Kings, m'apprend à jouer la rumba. Avec le truc à la... Incroyable. Ah ouais, comme Je remonte au conservatoire. Joba. Je remonte chez moi. Joba, qui était inconnu du grand public. Parce que les Gypsy Kings n'existaient pas. C'est les Gypsy Kings qui ont amené vraiment au grand public ce rythme. C'est vrai. Dans les années 80. Oui. Et donc, Ardisson y était pour quelque chose. Ouais, oui, c'est possible. Ardisson. Ah oui. J'ai bien connu. Ben, c'est grâce à Bardot, hein, le Gypsy. Tout à fait. Nuit noire pour Saint-Tropez. Pour Nuit blanche, je sais pas trop quoi, dans cette émission-là, au bain-douche à l'époque. Ouais. Avec les Gypsy à l'époque. D'accord. Ouais. Donc avec ce rythme qui faisait, c'était étonnant. J'impressionnais tout le monde avec ce truc-là. J'adore. Je suis là, je suis gaga. Il raconte ça. Donne envie de bouger, de zouker, de se déplacer, de se mouvoir dans l'espace. Et mon copain Alain Cocagne, qui était un rigolo aussi, quand même, un peu comme moi. J'aimais bien la rigolade, j'aime toujours bien la rigolade. Et on commence à écrire une parodie de chansons, comiques, parce que c'est le comique nous venait naturellement. Ouais. On commençait à écrire une chanson sur ce rythme. Ça faisait en partant de l'hôtel de ville, le cœur en joie, je vis à Séville. Moi, mon Séville, c'est Saint-Étienne, où je retrouve la grosse Lucienne. À 140 dans mon Savième, je roule vers ma bohémienne. Dans mon rétro, je vois son visage, c'est pas facile dans les virages. La bâche au vent, phare allumé, déjà je me vois dans son puissier. Mes pneus sont chauds comme son corps, je vais jouer pour elle. Les matadors. Toute une époque, vraiment. On a écrit cette chanson, première chanson qu'on écrit. Les copains étaient voilà, surpris et heureux de nous entendre. Ouais. Du coup, sur le succès de cette chanson, on en écrit une deuxième, et une troisième, une quatrième, et on écrit une chanson qui fait aussi je reviens d'Hawaï.
avec une maladie. C'est la maman, la didi honteuse. Je reviens d'Hawaï. Ça brûle quand je fais pipi. C'est la maman, la didi doudou loureuse. La nuit sous les palmiers, j'ai dansé le tamouret avec des vainés à poil dans les fourrés. On jouait à s'attraper. Ouais, c'était un peu paillard. Comme j'ai connu à l'époque. Oui, ça rentre pas dans la vulgarité, c'est juste, c'est léger, c'est subtil. Chez René au caveau de la Bolée, justement, rue de Mirandel. Oui, que j'ai fait le il y a longtemps qu'elle est plus partie, mais moi, j'ai travaillé là-bas aussi, tu sais, Esmaïn et tout ce que tu veux, Jean-Claude Dreyfus et tout ça. Le caveau de la Bolée, oui. Avec la belle Renée. Alors, ces chansons-là, on écrit 2, 3, 4, 5. Et puis, quand on a écrit 5 chansons, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces chansons-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Les copains nous disaient, mais il faut faire quelque chose. Et si bien, on a décidé d'aller dans des restaurants à Rouen et de passer le chapeau avec nos et c'est voilà. Et on a commencé à ce duo qui n'avait pas d'ambition professionnelle. Hein. C'est simplement le fait de vouloir s'amuser, de faire des choses comme ça, plaisantes. Et un jour, on rencontre Dominique Paturel, qui est un grand comédien, hein, bien sûr, et qui tournait un film à Rouen avec Francis Lax, qui est aussi un grand comédien. Et ils étaient au restaurant, dans un restaurant où nous on chantait certains soirs de la semaine. Et Dominique Paturel tombe en extase devant le phénomène Cocagne de Delaunay, qui n'était pas encore Cocagne de Delaunay. Et il nous dit, mais les gars, c'est ce que vous faites, c'est grand, c'est du cabaret, c'est du musical, bordel, ça mériterait d'être placé dedans. Et il nous donne une adresse d'un cabaret parisien, ça s'appelait la Galerie 55, qui était rue de Seine, et le patron s'appelait René Le Geltel. Et il nous donne cette adresse, il dit allez le voir, je suis sûr que ça va cartonner. On va voir ce monsieur. Lui, il a arrêté le cabaret pour faire, c'était l'époque où commençait le théâtre, ambulatoire. Non, les théâtres du Splendide, tout ça, c'était cette vague de café-théâtre. Donc, il voulait transformer son cabaret en café-théâtre. Donc, il dit, moi, je fais plus. Par contre, j'ai un copain qui s'appelle Martial Carré, qui est directeur artistique du Caveau de la République, qui cherche des jeunes. Allez-y de ma part. On va voir ce monsieur. On passe une audition privée, d'ailleurs, déjà, avec l'audition, les jurés, c'était les gens qui étaient dans le programme. Il y avait André Rochelle, Edmond Monnier, enfin, les vieux chansonniers. Et il y avait aussi Patrick Sébastien, qui était là depuis quelques mois. Bah, dis donc! Il était dans le programme. Et ils nous disent oui, c'est bon, revenez dans 15 jours pour faire une audition publique. Et là, d'où j'ai fait une grande boucle pour revenir au moment d'émotion dont tu parlais. Alors, Caveau de la République publique, 500 places. Ah, quand même. On ne connaissait pas, nous. Pas rien, nous, des restaurants, Ça fait 1000 perdus, quoi. Et on fait un gros succès. C'est fou ça naît c'est rigolo parce que ça naît de quelque chose de drôle. Finalement, vraiment de quelque chose de sympa. Voilà, c'est le destin qui. Hein. Et après, t'as fait ta carrière d'humoriste aussi, malgré que tu l'as toujours été entre tout ça, parce que c'est dans ta nature comme moi. Voilà. C'est ça. Donc, alors on sort de scène, donc dans cet endroit, théâtre de chansonnier. Et Martial Carré me dit, ce sera bien votre numéro. Là, j'ai pas compris. Ah ouais, il avait déjà la vision. Oui, il avait la vision, lui, d'un point de vue professionnel. Mais moi, en tant que garçon qui n'est pas du métier encore, on arrive dans ce métier avec le succès qu'on avait fait. Le public était écroulé de rire. Et je me suis dit, je lui ai pas dit, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il lui faut? Ça va devenir, moi, ça a été déjà une consécration avant l'heure, quasiment. Mais oui, d'être 500 personnes qui rient, mais comme on connaissait pas. On chantait devant 15 personnes, 20 personnes dans les restaurants. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Une décharge, il doit y avoir
Oh là là. Ouais, oui. Un vrai public, quoi. Ouais, nombreux, un quoi. truc qui C'est se passe. incroyable. Ça a été un moment très très fort. Un vrai public Très, à la très fort. République. Ah oui. Et quand alors ça c'est, je sais pas si je pourrais le dire, si je le dis Oh, quand même, vas-y, mais ici, on peut tout dire. Et sur quand un je suis rentré, parce que j'habitais encore Rouen, et quand je suis rentré en voiture, j'ai dû m'arrêter d'urgence, me garer, parce que j'ai été pris d'une courante pas possible. Ah. Le trac que j'avais Eh, eu là, eh. et je me suis arrêté. Alors, Tu l'as évacué discrètement, voilà, à la voilà, campagne. voilà, voilà, bon, Ouais, ouais, ouais. mais voilà, mais ce moment du c'est caveau de la fou, ça, République, et puis après, Ah oui. tout s'est ça a enchaîné été boule de après. neige, voilà. De cabaret en cabaret, t'as fait le Don Camillo et Donc, tout ça. un an après, on était à l'Olympia. À l'Olympia, On faisait ah oui. l'Olympia, première partie de Dalida. Ouais, voilà. Waouh! Michel Sardou avant. Première Oh, partie putain. de Dalida, Dalida. pendant 3 semaines. Exceptionnel. On était dans les années 80. C'était, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, 80, 80, oui, un au truc début, comme voilà, ça, ouais. tout au début, oui. Mm. Et puis, oui, et puis Don Camillo, le caveau de la Bolée dont Ah on a ouais. parlé, le port du Salut, Oui, oui. port du Salut, la rôtisserie de l'abbaye, Le pied de la butte, pied de le la- baron pied de la n'existait butte, peut-être oui, pas à oui, l'époque, voilà. oui, c'est l'échelle de Chez ma cousine, l'échelle de Jacob, chez ma François de cousine. Guelt, place Tout du à- Tertre, tout à fait, évidemment. que je hein. fais encore, toujours par passion, hein. Pas vrai, encore? Ah oui, mais Oh là là. j'y vais. T'as connu Stéphane Gali, le grand magicien, Bien sûr, j'ai ma connu grand-mère, sur le fil et tout ça. Oui, bien sûr. La cigarette qui fume, la Qui cuillère, fume, spoon, oui, la oui, fumée oui, à la bouche oui, et tout oui, ça. oui, oui. Stéphane Gali, si tu me regardes, Oui, oui. et grande amitié depuis les années Ah oui, 80. oui, mais c'est un bon ami, voilà. Grand Et ami, qui ouais. a un petit souci, un gros souci de Ah santé il y a ouais, qu'est-ce que quelques tu années, veux, voilà. mais qui s'en est remis, mais qui n'a pas pu reprendre le métier. Grand magicien, Mais, de belles racontes, histoires oui, qu'il oui. racontait. C'était On s'endait bien la gueule avec oui. Stéphane. Ouais. un des piliers du Ah ouais. cabaret. Ah bah hein, oui, Stéphane- tout à fait. Ouais, Stéphane ouais, Dialli. ouais. Ouais, mais fait faire mes débuts Et un aussi. nombre de cabarets. toi. Je suis un homme de cabaret. Non, mais Voilà. Et De puis, musical. Qu'est-ce qui se passe, ça? et Ouais, le voilà, musical, c'est ça. non, mais c'est c'est ça. vrai, et le musical se greffe après par là-dessus. Après, oui. Enfin, absolument. c'est-à-dire, il y a des numéros de cabaret qui ne sont pas transposables sur une grande scène. Oui. Ah oui, bien Ah oui, sûr. c'est vrai. Et Bien puis, sûr. C'est une question, c'est Bien macroscopique par rapport Oui. au cabaret. Oui, ouais. oui. Ouais. Et C'est intime, le cabaret. Et des gens comme Patrick, tu disais Smaïn, Ah ouais. Smaïn, Patrick Sébastien, Michel Ah, tout ce Leb, truc, Jean Roucas, Ouais. sont mes copains c'est ma génération. Ouais, C'est ouais. fou, en fait, moi j'écoute et je me dis waouh. Eh oui, bah oui, hein. Ce monsieur, il a fait tout ça et bien d'autres choses C'est- oui, après. c'est ça, c'est Attention. énorme déjà. C'est- c'est Là, c'est énorme. ça, mon sous- C'est bien. Mais c'est très bien de C'est connaître pas les évident, débuts, quoi, c'est pas vraiment. évident. Bah oui. Ouais. Chansonnier dans les cabarets, des trucs comme ça, c'est pas évident. Bah non. hein. C'est pas évident. Ben, il a raison. C'est qu'on peut notre pas, génération, hein, c'est notre transférer, dans une grande salle. Non. Non, pas tout le monde. Certains cabarets, certains artistes, oui. Ouais. Certains numéros peuvent aller. Et nous, et Coq de Ah ouais. c'était le cas. Ouais, Et ouais. on pouvait aussi, Ouais, ouais. on pouvait faire une scène de cabaret où il y avait 50 ou 60 personnes, ou donc Camillo 200 personnes, et on pouvait faire des salles de 1000 personnes aussi. T'imagines Des théâtres, ou voir des chapiteaux, Mm. comme on a fait la première partie de Nicolas Perrac aussi en tournée, Ah oui, sous le bien chapiteau, Patrick Sébastien, je tournais avec 1985, tournais Moi qui avec lui, Patrick à ses Sébastien. débuts, il a tourné avec le Splendide, l'orchestre du Splendide de Sébastien. Sébastien, ah oui. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, il y a des numéros transposables et d'autres non. Et je trouve que Coquin de Données, c'était transposable, adaptable à la grande scène. On travaille pas de la même manière. C'est pas Ah tout à fait la même manière. Ouais, absolument. moi, c'est D'une pareil. scène à Mais- l'autre, tu es obligé de changer. voilà. Hein. Mais quand t'as fait ça 500 passe. personnes, finalement, tu peux en faire Oui, autant que oui, tu veux oui, après, oui, quoi. oui, oui. Ça devient macroscopique, mais tu t'en aperçois même pas. Tu fixes tout le monde dans les yeux, et qu'il soit 500 ou 10 000, c'est exactement la même Ah chose. oui, T'as c'est la l'impression de même regarder chose, tout le ouais. monde. Oui, Bah, oui. beaucoup disent que finalement, il est peut-être plus compliqué d'être avec une petite scène plutôt qu'une Ah, énorme des fois, scène. oui. Est-ce que vous validez Oui, ou oui. Enfin, c'est pas deux métiers différents, mais Il y a des scènes de connaisseurs aussi. Ouais, on ne travaille pas de la même manière. Mm. C'est subtil, hein. Ouais. C'est subtil. Ça peut être les mêmes chansons, les mêmes textes, mais dit d'une façon, il y a une espèce pas de lenteur, mais de rythme. Il y a un rythme différent. Ouais. Ouais, tout à Parce fait. que il faut laisser le temps, voilà, À l'information à de véhiculer, en de- fait. de passer, Se voilà. propager comme ça, On ne mais peut pas en avoir la quelques même secondes. complicité Mm. que l'on a en cabaret. On a une complicité avec le public qui est immédiat, Mm. parce que Proche, le public ouais, est tout ce que à tu 1 veux. mètre en Ouais. cabaret.
alors que là, il faut toucher les gens qui sont à 20 mètres, 25 mètres. Même ceux qu'on ne voit pas. La plupart du C'est temps, là avec c'est là la petites complexité, scènes. je Et leur pense. faire croire qu'on les voit. C'est ça. Oui, Parce c'est que ça. j'étais ébahie, j'étais persuadée quand je regardais les concerts que par contre, Ah, il m'a sur regardé scène, tout ça. mais non, oui, il y a mais tout qu'on le voyait monde, tout le maintenant. monde. Ouais. Et une fois sur une scène, j'ai pris conscience qu'on voyait rien et je me suis dit, oh là là, c'est bizarre, j'ai un problème. Pourquoi je vois pas? On m'a dit non, mais en fait, c'est le métier. Mais oui, c'est le métier. C'est que personne ne C'est un voit. regard Je dis, panoramique mais c'est qui fou s'arrête pourtant une ce seconde de regard plus vers toi, posé, mais bon. Oui. on voit la personne, on a vraiment l'impression que ça nous rentre en nous. Ah oui, Je c'est trouve clair, ça dingue. c'est Enfin, clair. moi, je Oui, salue ce talent parce que c'est énorme. Alors qu'au cabaret, mais on ne peut pas faire croire au, on se voit, les gens nous voient et on voit les gens. Oui, c'est direct, Et pas le droit à l'erreur. C'est Hein. direct, on n'est Oh, pas il le y droit. a une promiscuité, quoi. Et il n'y a pas de temps mort, bon, au musical non plus, il faut pas de temps Ah. mort, il faut tac, envoyer, l'abattage, toujours envoyer, pas de trou, pas de 10 noir, pas minutes, de- un quart Mais d'heure peut-être par... intense. on capte peut-être moins l'imperfection, je dirais, quand on est loin que quand on est près. Où là, l'éclairage, tout est différent. Oui. Et je sais pas, moi je fais qu'un report de ce que j'ai entendu. Hein. Quand on est loin, le numéro il est carré. On peut pas trop improviser. Et encore, ça dépend. S'il y a un orchestre avec nous, c'est difficile d'improviser. Mais sur un public de cabaret, on peut sur un coup d'œil, quelqu'un qui se lève, quelqu'un qui baisse la tête, quelqu'un qui reste les bras croisés, quelqu'un qui applaudit à contre-temps, quelqu'un qui tousse, quelqu'un On qui peut jouer avec le Ouais, public. on peut faire beaucoup de choses. voilà, D'accord. on renvoie la balle et ça rend la chose vivante et unique. Hein, c'est un instant unique parce que Bien sûr. on s'en va sur des terrains, on sort du numéro pour s'intéresser à la personne, pour dire le monsieur, oh tu devrais déboutonner ton col de chemise, t'as l'air d'étouffer là, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Jean il y a toujours Lefebvre la au petite- théâtre, un monsieur, une dame qui regardait de trop, dans Pauvre France, il prenait son chausson et le jetait sur eux. Ah, oui, Ouais, ouais. C'est Je vrai, crois c'est qu'il a vrai. vu ça, Oui, ouais, oui, ouais. oui. Et donc c'est le travail de cabaret ça, D'accord. et c'est très riche et c'est très intense. Moi j'adore. Hein. Très instructif, putain. Oui. Moi, j'ai fait mes débuts là aussi. Oui. Enfin, l'art de la rue à Beaubourg. Après, chez Jean-Paul Favant, toujours le président des Arts Forains. Au Tribulum, avec le grand Bernard Billis, grand magicien qui a fait 20 ans le plus grand cabaret du monde. C'est lui qui m'a amené au Tribulum à l'époque, à côté du centre Georges Pompidou, tu vois. Au début, dans les années 80. Voilà. Mais donc, il y avait, comme toi tu l'expliques, une certaine promiscuité avec le public. C'est pas péjoratif du tout. Non. C'était pas collé serré, ça n'a rien à voir. Non. Mais donc, un public en direct, live, comme ça, de très près, difficile à tromper. Et qui, Mine de rien. si tu peux pas le tromper. Ah non. Et ça Parce nous que apprend, il ça y a nous des apprend. connaisseurs qui viennent là pour te voir, parce que quand ton nom il est lancé, quand même, ils sont venus voir pour quelque chose, quoi. Tu vois, dans l'absolu. Oui. Voilà. Ah, c'est Et alors toi, tu fais tout ça, et puis alors là, tu montes en flèche. Oui, l'apogée. parce que et en plus les cabarets, comme à l'époque, les cabarets n'existent pratiquement plus à Paris. Hein. Il reste Ouais, deux, de trois, moins en moins, quatre malheureusement. cabarets, dont le chez Comme ma les cousine, bistrots et tout chez ça. ma cousine que je fais encore, je vais dire 10, 12 fois par an. C'est pas énorme, hein. Ouais, Mais j'y vais toujours quand on me demande, je suis disponible. J'y vais parce que je retrouve des émotions De l'époque, qu'on ne absolument. trouve nulle part ailleurs. Ouais. J'ai un copain, Jean Martini. Jean Martini, oui, Voilà, oui. qui a laissé Il y avait un petit mot, l'Ombromane aussi qui travaillait, Jean Guidoni, Jean- tout ce que Jean tu veux à Guidoni, l'époque dans les années Danny- 80. Ouais, Danny ouais, voilà. Nielsen, Ouais, voilà. et il m'a mis un petit message sur un post Facebook que j'ai mis il y a quelques jours et au sujet de chez ma cousine, et il a marqué nous avons vécu là les meilleures années de notre vie et on ne le savait pas. Ah ouais, c'est génial. Wow. Je savais pas. Mais c'est vrai, les meilleures années de notre vie, ce sont les moments de cabaret. Ouais. Parce qu'on était dans une famille aussi. Absolument. Il y avait tous ça, les ça absolument. ressemble au discours des circassiens. Il n'y avait pas que le cabaret et tout c'est- s'arrêtait. Normalement, on devenait amis avec les autres artistes, Ouais. il y avait les sorties, tout ça, Mm. les grandes discussions, on refaisait le monde. notamment Voilà. au caveau de la Bolée. Bah oui. Parce qu'il y avait un endroit où on pouvait le faire. Le Bien cabaret, sûr. c'était au sous-sol. En dessous, Et, bien sûr. il Il y a le grand bar à gauche en bois, comme voilà, ça, tu et là t'en on pouvait souviens. parler. Parce Bien que sinon, sûr, ouais. sinon on peut pas parler dans les cabarets. Ouais, On c'était restait rue un artiste. l'Hirondelle, Rue sur le l'Hirondelle. petit porche en pierre, comme ça. Oui, la place Saint-Michel. Saint-Michel, c'est ça, ouais. Et, Toute une époque. et donc on pouvait discuter et échanger. Et voilà. Il y avait Claude Servageant qui était là,
il y avait. Et donc, il naissait parmi d'autres artistes, d'autres numéros. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Et toi, pourquoi pas s'associer? Pourquoi pas travailler ensemble? Bah oui, riche. évidemment. Et ça crée des amitiés. Des fois pour la vie. Qui durent encore. Des amitiés et du respect, beaucoup de respect. Voilà, bien sûr. Les uns pour les autres. Enfin, ce qui me concerne, je sais pas. Les autres, on s'en fiche. Je sais pas. Mais moi, je sais ce que je ressens pour les artistes, bien sûr, mes amis. J'ai de l'amitié pour eux, parce que je suis un grand sentimental déjà. Et puis, un profond respect parce que je pense qu'il faut l'être un peu pour être un grand artiste sentimental. Bon, je pense, oui. Faut avoir des qualités de cœur, ça fait du bien. L'art, c'est sensitif, tu vois. Et ce métier est tellement difficile que celui qui le fait et qui a du succès, c'est forcément un grand artiste. Bien sûr. Tous les gens de cabaret font chier au début pour y parvenir. C'est pas comme aujourd'hui, on fait comme on doit, comme ça on y arrive, on devient une star. Oui. Non, mais le monde a évolué. Une star qui va durer combien de temps? Oh, très peu de temps. Éphémère, c'est des étoiles filantes. Parce que les gens qui ont appris leur c'est pas métier, 1912 le Titanic, mais là, les gens qui ont appris leur métier au cabaret, au musical. Ah ouais, c'est pas pareil. Ils font une carrière qui va durer 40, 50, 60 ans jusqu'à temps qu'ils décident d'arrêter, hein. Moi, j'arrête pas. Non, mais toi, en l'occurrence, le téléphone, il a toujours sonné. Oui. S'il s'était arrêté, qu'aurais-tu fait? Ben, tu savais pas, finalement. Là, j'aurais pris le téléphone. Ça retourne à la poste. Quel métier social, entre guillemets? En fait, j'en peux pas. Quel métier normal, pour envoyer des courriers, enfin, c'était une petite blague. Pas très drôle, mais. Tu serais retourné à la poste et tu serais devenu timbré une bonne fois pour toutes. Non, mais à la poste pour renvoyer, tu sais, par contre, ils les auraient bien enveloppés. Voilà. Eh oui. Et du coup, il y a l'apogée, il y a tout plein de choses qui se passent, tant sur le plan chanson que sur le plan. Tu fais l'Olympia et tout ça, ouais, et après tu ça, t'envoles. Il y a plein de projets. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Il y a des moments forts. Moment ça redescend où on est sur une espèce de tapis qui roule et ça va bien. Ascenseur émotionnel, hein. Et puis hop. Pas confondre avec la Pangée, hein. Il y a intense. La Pangée, c'est pas pareil. C'est avant que les continents se séparent. Oui, la Pangée. En mettant les pieds sur terre. Tout à fait. Et oui, il y a des moments forts. Un autre moment fort, enfin il y en a plein, mais celui qui a été déterminant, c'est je chante à un moment alors comment j'ai commencé à chanter, à faire les crooners. Ça nous intéresse. Comment j'ai chanté? Fais gaffe, il te regarde, il t'écoute le mec à côté. Tu t'as vu qui c'est? Un hasard qui n'en est pas un. Et qui vient aussi de ma volonté de faire toujours quelque chose et de me faire plaisir, tout en faisant plaisir. Parce que aux autres aussi. Si je me fais plaisir, que les autres sont pas contents. Tu serais égoïste. Ça va pas, ça colle pas, ça. Je chante chez ma cousine un 31 décembre. C'était en 2010 peut-être. À la sortie de chez ma cousine, c'est sur la place du Tertre, pratiquement à la place du Tertre, à Montmartre. Tu connais bien. Ah oui. J'adore. Mais oui, mais c'est là que je t'ai connu la première fois. Quand tu es venu un soir en ami, tu as salué. Et puis on m'a dit, c'est Franck Dana, le crooner. Je dis, oui. Tu étais avec peut-être ta femme ou une dame en tout cas. Ah, c'était ma femme. C'était ta femme. Voilà. Et tu étais. Et tu sais la rousse. Et puis moi les crooners c'est ce qui m'a j'étais imprégné de ça depuis toujours, mais j'avais jamais la porte ne s'était pas ouverte encore pour ça. Mais alors que j'ai toujours adoré ça, toujours grâce à maman notamment mes jeunes années. Et dit Franck Dana c'est un crooner. Et oui. Alors, et on a échangé quelques mots. Tu s'en souviens pas, mais moi je me souviens parce que pour moi tu t'appelais Franck Dana. Voilà. Oui, parce que lui s'appelait Franck Dana. Moi j'étais un artiste de cabaret, hein. C'est normal. À quelle époque, ça? Ça doit être dans les 2010, 80, plus tard, 95, entre 95 et 2000 peut-être. Et c'était où exactement? Parce que ça c'était chez ma cousine. Oui, chez ma cousine. Chez ma cousine. J'habitais juste à côté. Voilà, tu es venu, tu as dit bonjour, et puis on a salué, puis j'ai dit, moi j'adore les crooners, moi je me sens crooner, mais bon, j'adore, mais pour l'instant ça n'est pas fait encore. Les crooners, pas les crâneurs, hein, attention, pas pareil, hein. C'est pas pareil. Faut être un petit peu crâneur. Faut voir l'air. C'est une bonne chose que tu me rappelles ça. Oui. Si vous n'êtes pas, et donc, voilà. Et donc je chante chez ma cousine, mettons de 2000, par là, 2010.
Et puis je vais dire bonjour aux copains qui sont sur la place du théâtre, la crémaillère, le chasse, chien qui fume, je sais voilà, pas quoi, voilà, il est là. Et puis et à la crémaillère, il y a un de mes copains qui est là et qui fait le DJ, mais lui il est aussi en plus d'être DJ, mais enfin c'est pas sûr. C'est-à-dire que il était autre chose, puis il faisait en plus le DJ. Il était imitateur et de Elvis Presley. Il chantait les chansons d'Elvis. Rogue du Bagne, hein, quand même pas. Patrice, c'est 57. Patrice Neveu. Il s'appelait, s'il est décédé là ce matin. Patrice Neveu. Et je lui dis, et il faisait danser les gens, et je lui dis, si t'as un moment, une séquence de slow, je te donne ma bande d'orchestre, j'aimerais bien chanter My Way. Pour que les gens vont continuer à danser, ça va pas perturber ton truc, mais moi ça me ferait plaisir. Il me dit bah oui, ok, d'accord, pas de souci. Et il me met ma disquette, j'ai mon playback, je commence à chanter My Way, now the end is near. Fais gaffe, il va te faire les gros yeux. C'est la même chanson, on les connaît par cœur. Alors ta carrière s'envole vraiment. Attends. Alors j'explique. Alors une chanson, les gens s'aperçoivent que c'est moi qui chante. Plutôt que de chanter une chanson, j'en ai chanté une dizaine, et tous les gens se sont agglutinés autour de moi. Il y avait, alors c'est très cosmopolite, parce que Montmartre, il y avait des Anglais, des Italiens, des Allemands. C'est Montmartre, hein. En plein été, c'est très touristique. Alors je volare, etc., Obligé. Ben oui, et tous les gens s'agglutinent autour de moi, et le patron qui voit ça, il me dit, quelques jours après, il m'appelle, il me dit, tu veux pas venir chanter chez moi? Il me dit, je te donne 2 soirs par semaine si tu viens chanter. Je faisais du cabaret, moi je gagnais bien ma vie. Et j'ai sacrifié le cabaret pour venir chanter, parce que tellement les crooners, je voulais chanter. Et j'ai accepté après seulement les remplacements dans les cabarets, mais j'ai gagné, mon chiffre d'affaires a été divisé par 2, en un mois, divisé par 2. Mais jusqu'à 5-6 cabarets par nuit l'été. C'est ça. Les remplacements. Voilà, mais t'avais autre chose. Mais j'avais cette envie, cette passion qui brûlait en toi. Voilà, et c'est une porte qui s'entrouvre. Et donc, voilà. Et 2 ans après, il y a une journaliste américaine qui est là, de passage, et qui m'entend chanter, et qui vient me voir, et me dit, mais j'ai jamais entendu un chanteur français chanter comme vous, de la façon dont vous chantez. Je dis, bah, merci, c'est gentil. Il me dit, il faut aller aux États-Unis, vous allez faire un succès avec la table. Et alors là? Et puis, je dis, oui, c'est gentil, mais moi, aux États-Unis, madame, il me dit, je vais voir. 2 mois après, je reçois un coup de téléphone de Las Vegas. Elle avait parlé pour moi, et quelqu'un m'appelle de Las Vegas, pas elle, un ami à elle, de fil en aiguille. Et elle me dit, est-ce que vous êtes disponible? C'était le 14 juillet, c'est en 2013. 14 juillet 2013. Quelle scène? Alors c'était une association franco-américaine. C'était Bastille Day, et c'était il fête aussi le 14 juillet aux États-Unis, mais pour une fête française. Hein, et donc je vais chanter pour des Américains et des Français dans une salle. Et là, succès aussi. Succès. Les gens me disent, mais il faut. Tu voyages un peu partout. Faut saigner. Il faut rester là. C'est écrit partout que tu as voyagé partout. T'es un globe-trotteur, Jean-Jacques. C'est magnifique. T'es un globe-trotteur, Jean-Jacques. Oui. C'est un merveilleux parcours. Quel pays, quelle scène t'as le mieux plu? C'était une bonne occasion, là. Voilà. Et il me dit, et j'y reviens en décembre, 10 jours. Et je reviens en février, mars, avril, durant 3 mois. Juste après, je loue une maison, j'achète des meubles, tout ça. Et la magnifique ça. Sans cesse recommencement. Et puis après, j'y suis allé entre 1 mois et 3 mois par an. Mais quel pays t'as plu? Jusqu'au Covid. Ça s'est arrêté. Mais quel pays t'as le plus plu? Je crois et pourquoi? Las Vegas. Ouais, Las Vegas, parce que c'est le summum. C'est le summum. Les crooners, c'est des frères. Bah oui. Et ils te comprennent, et tu travailles avec des musiciens qui sont des musiciens qui viennent de toute l'Amérique, qui se retrouvent soit à Memphis, soit à New York, soit à Chicago, soit à Las Vegas. C'est les meilleurs. C'est comme à Paris, on a les meilleurs musiciens. Ça se répand comme une traînée de poudre partout. Tu rigoles. D'ailleurs, des bons musiciens. Bien sûr. À Paris. Mais là-bas, c'est le top, quand même. Je pense que quand t'es à Las Vegas, tu touches quand même le Saint Graal, à ce niveau-là. Et tu dis, je sais pas moi, je vais dire, je sais pas. Que reste-t-il de nos amours en français? I wish you love. Que reste-t-il de nos amours? I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing.
De ma jeunesse. Voilà. Voilà. Alors tu leur dis I wish you love, tonalité, le rythme, tempo, tac tac, et boum, ça y va. oui, Les bien musiciens sûr. connaissent par cœur. C'est Connaissent fou, tout ça. par cœur. C'est incroyable. Donc, honnêtement, et les yeux des musiciens, tu vois les yeux, l'admiration, enfin le respect, pas l'admiration. Le respect, tu sais que tu existes. Ouais, voilà. Tu peux te Les mettre musiciens, à leur table et les regarder Ouais, dans la les yeux. considération. Voilà. Et le public est pareil, le public il t'estime, Oui. s'il y a de la valeur. Hein. Il s'accapare à ta présence. Et là, de ta j'ai présence. commencé à penser que effectivement que j'étais un crooner. Enfin, Bravo, bravo, bravo. Mais bravo. Très bien. Jean-Jacques. Bon, mais écoutez, on va faire d'autres émissions parce qu'il a une telle carrière. Oh, C'est mais comme là, mon on a ami quand même, ici, Franck Dana. Ouais. Toujours est-il que Jean-Jacques, on va le réinviter d'autres fois parce qu'il a tellement fait d'autres choses, parce qu'il a parlé que de la chanson. N'oubliez pas qu'il a fait aussi de l'humour. Il était humoriste et tout ça pendant pas mal d'années. Il a fait des tas d'autres choses. Donc, nous allons le réinviter une prochaine fois. N'oubliez Oh, pas, oui. on peut te trouver partout, Jean-Jacques, sur les réseaux sociaux, oui, sur- Facebook. notamment Facebook, Jean-Jacques mais- Delaunay, ouais. D-E, Launay plus loin. Espace, ça, espace Launay. A-Y à la fin, ça faut Ouais. pas l'oublier. Ouais. Donc on peut te trouver sur Facebook, Ouais. Instagram, oui, TikTok peut-être, je ne sais pas. Non, pas TikTok. Mais tout simplement, vous allez Tu as sur raison. Google, vous écrivez Jean-Jacques Delaunay, vous allez le trouver partout. Voilà. Voilà. Et puis même à la Bastille, j'ai notre ami, Christian. Christian Saint-Cyrian. Non, Il y aura quoi, là? la Bastille, c'est un truc qui est un Cyril. Cyril. Cyril de Saint-Cyrian. J'ai fait ça, j'ai Pas travaillé Cyril Neveu, chez j'en lui. veux, mon neveu. Lui, Rien à c'est voir. une salle une salle de réception D'accord. Ouais. et qui organise j'ai chanté chez lui. Et on peut te trouver en ce C'est moment. ça, on va faire Il était dans l'émission fabuleux, précédente. Enfin, il était là tout à l'heure. Hein. On Ah bah, abrège c'est un petit peu, fabuleux, nous sommes pris de fabuleux, court, mais fabuleux. où on peut te trouver en ce moment Bah, là? YouTube. YouTube, sur Ouais. YouTube, ouais. Ouais, On peut te YouTube. Ah, bah, réserver super. pour toutes les soirées, sur les réseaux oui, et tout ça. Oui. Il est là, il est bien là, Ah, oui, il est... Il est bien là. Alerte. Et il va être encore là, visiblement, parce qu'avec le parcours qu'il a, Bah oui, ça on- mérite énormément de volume, de volets, d'émissions. Donc merci c'est comme d'avoir Franck, c'est partagé. obligé, on n'a pas le choix. Mais ils sont sur un même plateau et c'est pas Et pour voilà. rien. Ils se portent l'un l'autre. C'est la magie des crooners. C'est ce Voilà. que vous disiez Oui. tout à l'heure. Hein. J'ai bien Et puis, entendu. Et respect pour Franck, parce Alors, que bravo. c'est aussi un grand artiste, un grand artiste, Ah, un bien crooner sûr. exceptionnel. Est-ce qu'on peut se Absolument. dire au revoir sur aux Champs-Élysées? Ah, allez-y, mais les enfants. Juste comme ça, on quitte Jour en même d'affaires, temps. pour On une en profite fois, sur les Tu Champs-Élysées. donnes ta tonalité, parce que nous, on va se mettre dessus. C'est vrai? Aux Champs-Élysées. La, 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 la. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Ba-la-la-la-la-la. Au revoir les amis, à bientôt. Jean-Jacques, Jean.